Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va analyser le cas d'un praticien installé depuis plus de 10 ans qui exerce seul avec une charge mentale qui est visiblement énorme. Il a l'impression qu'il pourrait mieux faire, mais il ne sait pas vraiment par où commencer. C'est un profil très représentatif de ce qu'on voit chez beaucoup de praticiens. Ils bossent énormément, ils génèrent un CA qui est plus que correct, et pourtant ils n'avancent pas. On va regarder ça ensemble, calmement et à travers notre audit structuré Libra. On va commencer par la synthèse du document qu'il nous a laissé. Alors, je suis installé depuis 12 ans en zone périurbaine, j'ai 39 ans et je tourne en moyenne à 38 à 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ok, plutôt pas mal. J'ai un fauteuil, une assistante à mi-temps et une secrétaire en télétravail. Je fais tout, les soins, les devis, la gestion, la compta. Ouch. Ouais, classique. Je travaille 5 jours par semaine et une demi-journée de paperasse le samedi matin. Ça veut dire que tu n'as que une journée et demie de repos par semaine. C'est vraiment très peu. Je n'arrive pas à prendre plus de 2 semaines de vacances d'affilée, sinon je suis débordé au retour. Je ne me paie pas autant que ce que je voudrais, imagine. Je me verse 3 200 € net et j'ai l'impression que je pourrais faire mieux, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai déjà suivi une formation en occlusion, super, et je rêve d'aller vers des cas plus complexes, mais je suis freiné par le manque de temps et par ma désorganisation. J'ai l'impression de stagner, de ne pas exploiter le potentiel du cabinet et surtout je commence à fatiguer sérieusement. Ouais, ouais. Assez classique hein, de ce qu'on voit, assez classique. C'est vraiment un témoignage assez représentatif d'une grande partie des praticiens qu'on accompagne. Le cabinet tourne, le fauteuil est plein, le chiffre d'affaires est là, pourtant le praticien est absolument pas libre, hein. Là, il n'est pas clair sur ses marges, il est épuisé, il est seul, il est mal entouré, il est mal structuré, il gère tout le temps. Je pourrais faire mieux, mais je ne sais pas par où commencer. Ça, c'est exactement le moment où l'audit devient utile. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble à travers les documents qu'il nous a partagés. Alors, on va commencer par tes indicateurs clés en organisation et opération. Donc, tu dis que tu as un temps d'accueil qui est correct. Tes patients attendent en moyenne 10 minutes à l'accueil avant d'être pris en charge. Donc, c'est plutôt bien. Nous, tu vois, on recommande 10 minutes. Créneau quotidien dédié aux nouvelles consultations. Alors, tu fais plus qu'une nouvelle consultation. Enfin, je ne sais pas si tu en as fait plus auparavant, mais en tout cas, aujourd'hui, tu ne fais plus qu'une nouvelle consultation. Euh, ça fait 12 ans, tu es en zone périurbaine. J'imagine que tu dois avoir un planning bien chargé, que tu dois pas vouloir slash pouvoir prendre des nouveaux patients. Mais attention, ça veut dire que tu ne renouvelles pas ton pool de patients. Ouais. Créneau quotidien dédié aux urgences. Tu fais un créneau d'urgence ponctuellement par jour. C'est rien du tout. Pareil, hein, ça veut dire que tu n'accueilles pas de nouveaux cas, pas de nouveaux patients. Ça veut dire que tu tournes en vase clos, en fait. Rôle défini par écrit pour l'équipe, bien sûr, non. Protocole écrit opérationnel, donc comment on monte une salle, comment on désinfecte, non. Réunion d'équipe quotidienne, non. Ok. Là, il y a un sérieux problème de management, hein. Ça veut dire que si ton assistante qui est à mi-temps, je crois, oui, mi-temps part, bah, tu dois reformer intégralement toute la personne, sans écrit, sans rien. Il n'y a pas de protocole, donc personne ne sait ce qu'il doit faire, sauf si tu leur dis. Donc tu dois perdre un temps de fou à leur raconter toujours la même chose au quotidien. Pas de réunion d'équipe, donc bah, impossible pour elle de se projeter, impossible pour toi de se projeter. Enfin, il n'y a pas de rythme. Attention, je vois qu'effectivement tu dis que tu travailles beaucoup, mais là je vois qu'il y a une grosse négligence au niveau de l'équipe, notamment, qui peut bah, potentiellement en démotiver plus d'un. Utilisation outils digitaux internes, oui, Doctolib et Drive. Ok, Drive, je ne sais pas pourquoi tu l'utilises. Doctolib, j'imagine que tu l'utilises pour tes plannings et surtout et aussi surtout pour ton acquisition de patients. Super, c'est moderne, c'est bien. Ratio de dépenses de prothèses. Alors toi, tu as un chiffre d'affaires qui est inférieur à 500 K et en l'occurrence, tu es à 11%, donc tu es plutôt bien, tu achètes bien ta prothèse, bravo. Je ne sais pas chez qui tu la prends, je ne sais pas si tu mixes tes prothèses en fonction si tu fais du rack 0
ou du NC. Plutôt pas mal. Par contre, au niveau de tes achats consommables, tu es au-dessus de la recommandation. Ça veut dire que plus de 6% de ton chiffre d'affaires part en achats consommables, des gants, des trucs, des machins. Donc bah, déjà, là, tu as une partie de l'explication de ton manque de rentabilité. Ta masse salariale, tu es à 12% de ton chiffre d'affaires, donc tu es plutôt dans la fourchette haute. Euh, Tu vois, j'ai un petit doute là parce que l'équipe a mis environ, donc je ne sais pas si tu l'as mis chargé ou non chargé. À mon avis, euh, ouais, à mon avis, c'est pas chargé. Donc tu dois avoir peut-être un peu plus de 12%. Donc déjà là, tu as un problème de masse salariale. Ça ne veut pas dire que tu dois te séparer de quelqu'un, mais ça veut dire qu'il faut que tu arrives à augmenter ton chiffre d'affaires pour que ta masse salariale reste dans ces 10-12%. Rentabilité générale du cabinet, tu es à 23%. Ça, c'est pas bon. Euh, pour te donner un ordre d'idée, un cabinet qui tourne bien et qui peut dégager des bénéfices pour pouvoir réinvestir, acheter du matériel, embaucher des collaborateurs, enfin, se développer, un cabinet entreprise, on est plutôt autour de 30-35%. Toi, tu es à 23%. Euh, Là-dessus, tu nous dis pas si tu prends des dividendes, si tu réinvestis tout, etc. Mais sache que c'est pas suffisant du tout. Et trésorerie disponible, tu as moins d'un mois de charge de disponible, donc tu dois être en... Tu vois, tu disais, je fais tout moi-même, et alors oui, mais tu fais tout toi-même, mais là, le sujet, c'est que tu dois pas avoir les bases de la gestion, je pense, notamment de compta, parce que tu as une trésorerie qui est pas du tout suffisante. Euh, on dit en moyenne qu'une entreprise, et notamment un cabinet dentaire, il doit avoir au moins 3 mois de charge provisionnée en trésorerie sur son compte en banque. Et donc toi, avec un mois, tu es forcément dans un stress financier en permanence. Tu dois être en permanence à découvert, en fait. Tu dois être tout le temps à découvert, ça doit être très très prenant. Charge de l'emprunt. Donc tu es à 18% de ton chiffre d'affaires qui passe dans l'emprunt. Donc est-ce que tu as acheté ta... Tu nous dis pas si tu es propriétaire de tes murs, tu nous dis pas si tu as je sais pas moi, si tu as acheté un Conbeam, si tu as acheté du matos qui te coûte cher et sur lequel tu as dû peut-être faire des leasings. Mais là, tu es un peu élevé en termes de charge de l'emprunt, honnêtement. Ce qui explique aussi la faible rentabilité de ton cabinet. Et dernier point, répartition mode de paiement. Donc tu fais 80% de CB, super. Mais par contre, tu fais 20% de chèque. Euh, pour rappel, hein, le chèque, c'est problématique. Euh, de les avoir. Enfin, c'est problématique d'avoir un très haut niveau de chèque, tout simplement parce que bah, quand le patient vous donne le chèque le jour où il est soigné, avant que le cash soit sur votre compte en banque, il peut se passer 10 jours. Parce que si vous encachez pas le chèque dans la journée, et même si c'était le cas, vous auriez le cash 72 heures après. Mais si vous l'encaissez en fait semaine, bah, en fait, le paiement il est décalé au mardi ou mercredi d'après. Donc ça veut dire que vous faites la banque pendant 10 jours pour vos patients. Ce qui explique ta problème de trésorerie là, hein. Tu dois avoir en fait un BFR qui est beaucoup trop élevé. Qui est beaucoup trop élevé. Euh, Gestion du temps et planning. Donc, visiblement, tes plannings n'étaient pas détaillés, donc ça veut dire qu'il doit avoir juste le nom du patient et la durée. Sauf que ça, en fait, ça explique en réalité la raison pour laquelle tu portes tout, hein. C'est que bah, tes assistantes, enfin ton assistante en l'occurrence, elle peut pas planifier, elle peut pas te dire si c'est une journée qui a été productive ou pas parce qu'elle sait pas quel est le poids financier et temporel de chacun des rendez-vous. Elle sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc elle peut pas te préparer les plateaux. Donc bah, ça m'étonne pas que tu sois cramé. Variété optimale des rendez-vous, non, mais surtout en fait ce que tu fais, c'est que tu fais plus de 6 à 8 actes différents par jour, ce qui est énorme, hein. Nous, on recommande d'en faire 3 à 5 différents, donc un catchir, du det, et puis je sais pas moi, d'autres choses, mais là, ça veut dire que tu as un roulement de matériel qui doit être énorme, donc en sté, tu dois t'épuiser, ou ton assistante doit s'épuiser, ou tu dois avoir beaucoup de matériel et donc potentiellement immobiliser beaucoup de stock. Euh, pour toi, te concentrer, déconcentrer, etc., ça doit être un enfer. Et je vois pas comment est-ce que tu es productif et concentré et précis quand tu fais 6 à 8 rendez-vous différents, enfin 6 à 8
actes différents par jour. Ensuite, CA moyen par fauteuil. Donc là, tu es plutôt bien. Tu fais 1 650 € euh, de chiffre d'affaires par fauteuil par jour. Alors, l'audit ne dit pas si tu as la capacité de mettre plusieurs fauteuils dans ton cab, ce qui pourrait potentiellement te permettre d'augmenter ce chiffre-là. Taux d'occupation fauteuil, bah oui, 95%, hein, ça, il n'y a pas de, y a pas de secret. Tu bosses 5 jours par semaine, ce qui est énormissime. Mais par contre, moi, je vais me permettre de te contredire, en fait, c'est que ton taux de fauteuil, il n'est pas de 95% parce que tu nous dis que tu as 12% de tes rendez-vous qui sont annulés ou improductifs. Annulés, lapin, donc le patient qui vient pas, ou qui annule un peu en retard. Et t'as pas mis tu vois, de liste d'attente où ton assistant ne peut pas rappeler quelqu'un pour pouvoir combler le trou. Et improductif, ça veut dire que le patient est venu, mais il savait pas, il n'avait pas signé consentement, donc il n'a peut-être pas voulu se faire traiter, ou il savait pas qu'il y avait un devis à signer, ou il savait pas qu'il y avait quelque chose à régler, donc il a dit bah non, mais moi en fait j'ai pas les moyens maintenant. Donc en fait t'as perdu ton temps. Ça veut dire que 12% de tes rendez-vous, 12% de ton temps par semaine, il est consacré à bah rien. C'est très triste, mais c'est ça. Maintenant, d'un point de vue équipe et RH, turnover annuel 0%, ok, donc ça veut dire que tu arrives à fidéliser ton équipe, c'est super, bonne nouvelle. Je ne sais pas depuis combien de temps ton équipe est là, mais bon, voilà, visiblement, tu n'as pas eu de départ ou de changement. Formation annuelle par personne, tu fais qu'une formation par an. Alors, pareil, l'audit ne nous dit pas si tu le fais une ou si c'était cette année ou si c'était depuis 10 ans, mais bon, là, moi, pareil, un conseil, mais en fait, comment est-ce que tu veux, tu dis que tu veux aller vers des cas plus complexes, mais comment est-ce que tu veux aller vers des cas plus complexes si tu te formes pas? C'est, c'est impossible, en fait. Tu as une formation en occluso, très bien, mais déjà, est-ce que tu la mets en œuvre? Est-ce que tu mets en œuvre la pratique au sein de ton cab? Et puis, tu vas aller vers des cas plus complexes, mais enfin, il faut être formé pour ça. Or là, toi, tu te formes pas, et alors, je sais pas si c'est pareil pour ton assistante et ta secrétaire. Euh, Mais pareil, si elles sont pas formées à présenter des devis, à recevoir le patient, à communiquer, mais ça peut pas fonctionner en fait. C'est pas possible. Une entreprise, elle est faite pour faire évoluer ses collaborateurs et pour faire évoluer ses chefs d'entreprise aussi. Et donc là, bah, tu as un petit problème de formation. En plus, les formations techniques, elles sont toutes remboursées, donc tu es obligé de les faire. Donc c'est étonnant là que tu fasses pas ça. Satisfaction équipe non mesurée, ok, donc ça veut dire que tu ne demandes pas de feedback à ton équipe. Euh, bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Tu sais, en fait, là c'est difficile du coup de dire si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, tu ne demandes pas de feedback à ton équipe. Délégation des tâches administratives, bah oui, 40%, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que tu fais tout, la compta, la gestion, etc. J'imagine que tu dois payer tes factures, tu dois appeler tes prothésistes tout seul, tout ça, bien sûr que ça peut être délégué, ça s'organise, mais ça peut être délégué. Raison pour laquelle t'es crevé, hein. Coût entretien du matériel, élevé, vieil équipement. Alors, je sais pas quel âge a ton fauteuil, je sais pas si on parle juste de ton fauteuil. Euh, on n'a pas ton ratio non plus, mais euh, en fait, le sujet, c'est que bah, ton fauteuil, il est vieux et il est tout le temps en panne, tu dois payer des réparateurs pour venir le réparer, mais deux, quand il est en panne, tu peux pas soigner, et donc tu perds du chiffre d'affaires. Donc en fait, effectivement, on a trouvé dans tes bilans que le coût était élevé, mais ce qu'on n'a pas mesuré, c'est potentiellement le temps improductif où bah, finalement, tu as des patients qui devaient venir et tu peux pas les traiter, et du coup, tu peux pas rentabiliser ta structure, hein, tu peux pas rentabiliser tes salaires, tu peux pas rentabiliser le coût de tes charges fixes, tu peux pas rentabiliser tout ça. Donc, ouais, ça, même si tu as un poids de dette qui est finalement un peu élevé, peut-être que tu pourrais peut-être aller re-regarder si tu peux renégocier certaines choses là de tes leasing ou de ta dette pour voir si tu peux pas changer ton fauteuil, parce que là, franchement, c'est quand même très élevé. Surface utile totale, 65%. Donc ça veut dire que tu dois avoir beaucoup de zones de stockage, peut-être beaucoup de zones d'accueil par rapport à la taille de ton cabinet. Nous, on recommande d'avoir 70% en termes de surface utile, donc 60% de zone de soins par rapport à la surface totale. Bureau séparé de la salle de soins, non. Alors ça, je sais que beaucoup de praticiens le font, mais c'est hérésie totale, hein, déjà en termes d'asepsie, mais surtout, en fait, quand tu vas présenter un traitement, quand tu vas recevoir pour une première consulte,
tu vas le faire entre deux rendez-vous à chaque fois, au début d'une journée ou à la fin d'une journée. Mais toi, tu n'as qu'un fauteuil. Donc ça veut dire que pendant le temps où tu es en train de présenter quelque chose à ton patient, ton assistante, elle peut pas nettoyer quoi que ce soit, elle peut pas remonter une salle de soins propre, elle peut pas préparer ton plateau technique, et ça veut dire que tu dois perdre, enfin, tu dois perdre facilement 10-15 minutes entre chaque rendez-vous. Euh, ouais. En plus, tu vois, tu dis que t'as pas beaucoup de surface utile, donc ça se trouve, il y a un espace dans ton cabinet que tu pourrais dédier à un petit bureau, que tu mettrais à côté de ton fauteuil, et comme ça tu pourrais laisser ton assistante faire le roulement. Équipement numérique, donc toi, t'as pas de combine, t'as pas de conbeam, t'as rien du tout. Donc c'est même pas de ça qui te coûte cher en leasing. Franchement, je serais très curieux de voir ce qui te coûte cher en leasing. Euh, Expérience patient, confort, accueil, ok, donc ça visiblement tu le mesures, c'est cool. 7 sur 10. Bon, peut-être que tu vois, ils ont vu que tu avais un équipement qui était un peu vieillot et qu'ils se disent que ça pourrait besoin. On n'a pas la vidéo là de ton cabinet, mais ça serait pas mal de se dire de peut-être mettre un petit coup de neuf, réaménager le cabinet ou en profiter pour faire un bureau. Voilà. Bon, tu es à peu près dans les clous par rapport à tes confrères du secteur en termes de tarifs des actes. Tu n'arrives pas à faire passer la moitié de tes devis au-dessus de 2000 euros. Donc en fait, tu dois faire beaucoup, 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 beaucoup d'actes à très faible valeur ajoutée, donc à très petit panier moyen. Et tu vois, on parlait de formation ici, là, une par an, mais ça c'est typiquement quelque chose sur lequel, un, tu pourrais déléguer, et deux, tu pourrais faire former une de tes assistantes à présenter des devis pour augmenter ça. Et ça, c'est du chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, quand tu as fait le diagnostic du patient, que tu sais qu'il a besoin de tel plan de traitement, même si c'est cher, il y a toujours des ententes financières à réaliser. Et ça, c'est la base. Et tu pourrais très bien faire accepter 2 devis sur 3. J'en suis sûr et certain si tu te formais ou si tu te faisais former ton équipe. Taux de conversion au devis accepté émis 60%. Ok, donc ça veut dire que même sur les devis inférieurs à 2000 euros, bah, tu es faible, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. C'est-à-dire que tu dois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de devis, mais finalement tu dois avoir peu de patients. Et je remonte à ce que je te disais plus tôt, mais tu vois plus de nouveaux patients. Donc ça veut dire que tu vois que tes patients classiques, mais ces patients classiques, ils n'acceptent pas de se faire traiter. Donc t'as un problème en fait. Tu tournes en vase clos sur tes patients que tu connais bien et c'est très bien et tu veux les soigner, c'est génial. Mais pour autant, ces patients, ils refusent de se faire soigner pour les bonnes choses et potentiellement, ces soins-là, ils vont les faire chez d'autres confrères ou d'autres consoeurs. Là, tu as un vrai problème de légitimité de faire passer tes devis, hein. Avis en ligne. 4,3, donc ça j'imagine que c'est un Google My Business. Donc déjà tu as un Google My Business, les patients te notent, c'est une super note, c'était en ligne, super. J'ai pas vu la tête de ton site internet, mais c'est plutôt cool. Acquisition de nouveaux patients, 30%. Ok, donc ça veut dire que tu fonctionnes sur les mêmes patients et ces mêmes patients ne te recommandent pas particulièrement. Là, j'ai un truc à faire, hein, t'as quelque chose à faire, très clairement. Tu pourrais prendre 2 nouveaux patients et ces 2 nouveaux patients, ils pourraient même ne pas venir de la part de Doctolib, hein, parce que là, tu bosses avec Doctolib, mais tu pourrais faire fonctionner le bouche à oreille. Si tes patients ils sont hyper contents de ton travail, ils pourraient t'en apporter de nouveaux et ça pourrait te permettre de créer d'autres cas, iconographier, etc. Valeur actuelle du cabinet, bah, c'est 225 000 euros. Un cabinet, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les études Interfimo. Si vous voulez aller regarder, ils valorisent les prix de transaction des cabinets dentaires, des laborantins, des pharmacies, des vétérinaires, etc. Et le prix d'un cabinet dentaire, c'est environ 47% du chiffre d'affaires annuel. Donc ton cabinet aujourd'hui, l'actif que tu as compris, construit, le capital que tu possèdes aujourd'hui, toi, c'est 225 600 euros. Bah, ce qui est plutôt une jolie somme, hein. Tu as construit un joli actif. Euh, Type de session optimisée possible, non anticipée, ok. Alors là, juste pour expliquer,
tu vois, enfin, soit ton cabinet, tu peux le vendre à quelqu'un d'autre, soit tu peux te le vendre à toi-même, via une stratégie qu'on appelle OBO, Owner Buy Out. Ce que tu vas faire, c'est que j'imagine que là, tu es en Cellarl, tu vas monter une autre Cellarl qui va racheter ta Cellarl. Ça va te permettre de sortir des liquidités pour toi, et l'autre Cellarl que tu as monté à cet effet va s'endetter, et tous les mois, va payer tout simplement de la dette pour avoir acheté le premier cabinet. Et ça, en fait, ça te permettrait de te dégager. En plus, les OBO, tu valorises plus ton cabinet. Donc ça veut dire que là, tu pourrais quasiment toucher un chèque de 250 000 euros. 250 000 euros sur ton compte en banque, que tu pourrais placer dans l'immobilier, placer en bourse, sur lequel tu pourrais peut-être même te faire un complément de revenu avec de la rémunération. Enfin voilà, il y a plein de sujets à faire autour de ces sujets-là. Tu dis que tu te payes 3200 euros net et que tu pourrais faire mieux, bah ouais, en fait, tu pourrais déjà commencer par te vendre ton cabinet à toi-même. Ça, c'est des opérations que nous, on a l'habitude d'accompagner. Euh, Tu pourrais tout à fait faire ça. Et rémunération, bah oui, rémunération nette du titulaire, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Donc tu fais 38 000 euros net par an. Alors, là, on est biaisé parce qu'on ne sait pas si dans les 23% de rentabilité, donc 23% de résultat, tu te sors des dividendes. Donc, est-ce que c'est 38 000 euros de salaire et tu as des dividendes à côté? Et auquel cas, peut-être que tu pourrais te rapprocher des 150 000 euros par an. Ou est-ce que tu te payes que 38 000 euros? Auquel cas, tu es vraiment, vraiment, vraiment dans une fourchette très basse. Euh, voilà, ça, c'est des questions que je me pose. On a pu regarder du coup ton diagnostic, hein. Moi, je pense que tu as des vraies opportunités à saisir, notamment pour créer une organisation interne beaucoup plus solide, pouvoir te reposer plus sur ton assistante, potentiellement même la passer à plein temps et ta secrétaire. Tu as une vraie optimisation des charges à faire, hein. Clairement, tu as des charges qui sont trop élevées. Tu as une revue de ton agenda, poser un cadre d'agenda à faire qui est évidente. Là, tu travailles à vue, en fait, hein. Tu sais pas combien tu dois produire par jour, tu sais pas combien de patients tu vois par jour. Enfin, ça a l'air d'être vraiment assez désorganisé. Euh, Potentiellement pour la partie, ouais, c'est ce que je te disais, pour la partie, moi je pense que tu pourrais passer peut-être ton assistante à temps plein. Tu dois pouvoir te le permettre. Tu dois pouvoir moderniser, isoler ta zone administrative. Encore une fois, pour moi, le fait que tu aies un bureau qui soit isolé de ta salle de soins, c'est impératif si tu veux pouvoir gagner du temps et du coup être plus productif. Et puis, revoir tes offres et revoir ta posture de conseil. Parce que là, enfin, je veux dire, tu as fait 6 ans d'études, tu as fait 6 ans de dentaire, et tu n'arrives pas à expliquer à tes patients qu'ils doivent se faire traiter. Enfin, ça veut dire que tes patients remettent en question ton conseil. Ce qui est mauvais signe, en mon sens. Derrière, on s'est amusé à te faire une petite simulation. Tu sais, on tourne toujours autour de trois piliers chez Libra, qui sont le triptyque, quoi, triangle, temps, argent, énergie, qui sont le triangle des choses nécessaires pour avancer. Donc l'impact financier, juste pour toi, là, en traitant les quelques points qu'on a vus, tu pourrais gagner jusqu'à 51 000 euros par an. Tu as 18 000 euros euh, à gagner en chiffre d'affaires juste en organisant mieux tes créneaux d'urgence et de nouveaux patients. Tu as 24 000 euros en faisant passer plus de devis à gagner en termes de chiffre d'affaires. Tu as 6 000 euros de charges à aller gagner. Et à mon avis, tu as au moins, on va le regarder ensuite, mais à mon avis, tu as au moins une demi-journée d'admin à gagner que tu pourrais passer en soins et du coup sur lequel tu pourrais tout simplement facturer du chiffre d'affaires. Donc ça représente quand même 51 000 euros par an, hein. C'est monstrueux. C'est plus de 10% de ton chiffre d'affaires actuel. Euh, Ensuite, en termes de... Ah bah voilà, typiquement, tu vois. En termes de gain de temps, tu es à plus de 15 heures par semaine que tu perds aujourd'hui. Euh, c'est plus d'une journée de travail. Donc à mon avis, tu travailles 5 jours et demi par semaine, mais tu dois être euh, peu efficace, et il n'y a rien de péjoratif, hein. Tu dois être peu efficace. Tu dois perdre beaucoup de temps, vu que tu gères tout, tu dois switcher entre le soin, les commandes, le prothésiste, etc. Et ça doit te faire perdre un temps monstrueux. Donc je pense que là, tu as un gros agenda où tu dois être crevé, parce que franchement, passer plus de 10% de tes rendez-vous à attendre le patient, ça doit être très fatigant après 12 ans d'exercice. Clarification vision pro, bah oui, tu veux faire des choses, mais tu te formes pas pour les faire, donc
bah, tu prends pas de décision, tu stagnes, c'est logique. Et valorisation perso, pour moi, là, tu as un gros, gros truc à faire parce qu'en fait, ton cabinet, tu as un super outil de travail qui est pas rentable comme il devrait l'être, mais je pense qu'en l'optimisant un peu, il pourrait être encore plus rentable. Et pour moi, tu pourrais déjà commencer à te sortir une première poche financière qui te permettrait déjà de souffler financièrement et d'arrêter ce sentiment de stagnation, en fait. Voilà. Euh, Si vous êtes resté jusqu'ici, sachez que ça, c'est un audit typique qu'on a l'habitude de réaliser chez Libra euh, pour des dentistes qui nous contactent et qui veulent obtenir un audit 360 de leur structure. Euh, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Si vous souhaitez qu'on audite votre structure et qu'elle soit publiée ici, bah, contactez-nous. Je vais vous laisser un petit lien pour pouvoir nous contacter. Et puis oui, si vous souhaitez que ça soit individualisé, personnel, bah, écoutez, je vous laisse prendre contact dans le même lien et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Excellente journée à tous.